Sunday Night Production. Deli, une jambe au-dessus, la première victoire de Arnaud Démarre sous les couleurs d'Arkea et la dernière du GOAT Peter Sagan. C'est parti pour l'actu full gas pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast l'actu full gas présenté par LTDG depuis Lyon. Et ouais, on est de retour à Lyon, on se prépare pour le Rock d'Azur, mais on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Grégoire, je te propose qu'on passe directement aux résultats en 2 speed de la semaine. Et il y a eu pas mal de petites courses cette semaine, notamment la Cro Race, le Tour de Croatie. En gros, c'est une course d'une semaine en Croatie. Et c'est une surprise, c'est Orluis Aular, pardon pour la prononciation. Ouais, je peux le faire à l'espagnol si tu veux. Je peux la faire à l'Amérique latine. Moi, je suis parti en Colombie. C'est Orluis Aular de la Cararual. Ouais, il s'impose devant Alexander Kristoff et Ethan Hayter. Et en vrai, ils ont eu une super semaine, la Cararual, puisqu'ils ont eu 2 victoires avec aussi Yuri Leitao, qui avait été champion du monde de l'Omnium à Glasgow cette année. Et Orluis Aular, qui a aussi remporté une étape et le général. Bon, en vrai, ça s'est joué aux bonifications. Tu l'as suivi, toi, un peu la course ? Je l'ai suivi un peu de loin, j'ai surtout suivi les résultats et j'ai vu cette super victoire et cette superbe course de l'équipe espagnole de la Cararual. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Et Aular, qui est champion d'Équateur, je crois, si je me trompe pas. Et bah, je pense que Venezuela, je sais plus. ouais, Venezuela, Équateur, c'est bien sûr. Équateur, c'est notre ami la locomotive là de chez IF. La Richie locomotive. Calapa. Richard Calapas, donc oui, effectivement, c'est Venezuela. Et il a un beau maillot distinctif, d'ailleurs, bravo à la Cararual pour ce beau maillot, ils ont bien respecté les couleurs. Et ça m'étonnerait pas de le voir monter d'un cran là, peut-être, parce que franchement, belle démonstration sur une Cro Race qui est pas la course la meilleure du monde, on vous vend pas n'importe quoi, mais qui est quand même une belle course. Franchement, félicitations. Je suis Ouais, content en fait, pour eux. il y avait un beau plateau au niveau des sprinters, du coup, qui puissent s'imposer, tu vois. Puis même au niveau des sprinters qui passent bien les bosses, hein, je veux dire, il y a des Ethan Hayter quand même derrière. Donc, ouais, non, gros résultat de sa part. C'est cool hein, pour cette équipe. Il y avait aussi, du coup, on en a parlé rapidement la semaine dernière. Donc, on va annoncer juste les résultats du Tour du Languedoc. Donc, ça, c'est une beaucoup plus petite course. Et c'est quelqu'un qui est moitié français qui s'est imposé. Ouais. Simon Carr, on a le droit de l'appeler Simon Carr parce que cette semaine il a gagné, donc on l'appelle Simon Carr, c'est Simon Carr, donc le coureur qui s'est imposé, très très content de gagner cette course par étape. Il n'a pas beaucoup l'occasion de courir pour lui, là il en a bien profité. Et mine de rien, c'est une belle prestation parce qu'il quand même, il termine devant Jefferson Cepeda, le très bon grimpeur, et Castrillo. Donc voilà, petite course et Simon Carr qui vient faire un très beau résultat. Félicitations à lui. Je te propose qu'on passe aux classiques italiennes avec notamment la Coppa Agostoni où l'UAE Team a tout raflé. Je te laisse faire le podium. Bah ouais, doublé pour l'équipe UAE Team, encore une fois, Formolo qui arrive en solitaire devant Hirschi. Et après, il y a un groupe de 3 ou 4 qui se joue le sprint pour le podium. Et c'est Victor Lafay qui s'impose devant Warren Barguil. Donc nos Français étaient en forme. Mais bon, là, tu l'as regardé ou pas la course ? Là, ils étaient au-dessus. Hein. Ouais, là, bah ouais, quand c'est les grosses équipes du World Tour, quand ils viennent pour gagner, généralement, ils se loupent pas. Et je suis content parce que mine de rien, bon, Davide Formolo, cette année, il fait une bonne saison. Mais voilà, Hirschi, on avait un peu plus de. Enfin, il faisait un peu l'étoile filante, il avait tout raflé une année. Et après, quand il était chez la DSM, il est parti chez UAE avec moins de liberté. Il marchait un peu moins. Et là, sur cette fin de saison, on le revoit un peu. Donc ça fait plaisir à voir. J'aime beaucoup ce coureur suisse. Très bon puncher, ça fait plaisir à voir. Ouais, mais d'ailleurs, Hirschi, tu sais qu'il fait des top 10 sur toutes ses courses là, en Italie. Je crois qu'il a fait sur ses 5 dernières courses, il fait que des top 10 ou des podiums. Et d'ailleurs, il a laissé partir. En gros, il s'était sorti dans un petit groupe de 6 avec 2 UAE. Et ils ont laissé sortir Formolo. Du coup, en mode Hirschi, il a dit vas-y, Formolo, on joue ta carte. Enfin, joue ta carte. Du coup, ils ont jamais allé récupérer Formolo. Et derrière, Hirschi, il est ressorti dans le final. Donc, ils sont arrivés tous les deux en solitaire l'un après l'autre. Donc, ils étaient Ouais, non, magnifique. vraiment Magnifique au-dessus. course. Et aussi, derrière, il y avait le même jour, il y avait le circuit franco-belge, donc une Suisse entre France et Belgique pour allier ces 2 beaux pays. Et c'est un Belge qui parle français qui s'est imposé. Non, c'est pas un Belge, c'est un taureau qui s'est imposé, c'est Arnaud Delis qui a confirmé, il a fait une superbe semaine, hein, je vais pas vous spoiler, superbe semaine. Il s'est imposé au sprint devant Rasmus Stiller et Corbin Strong. A noté la belle 5e place de Florent Sénéchal. Et franchement, non, ça fait plaisir. Delis, il s'impose vraiment comme un des meilleurs sprinters de la saison, sprinter puncher, parce qu'on l'a même vu très très bon au punch. Et franchement, félicitations. Ensuite, ce week-end, il y avait les premières grosses classiques en Italie avec le Tour d'Emilie, El Giro dell'Emilia.
Et là, on a eu un superbe final. Et franchement, le jour où Roglic annonce qu'il quittera la Jumbo-Visma, et ben, il vient s'imposer devant Pogacar et Simon Yates. Franchement, magnifique. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Superbe course. Et Pogacar a dit que vraiment Roglic était au-dessus de lui au sprint. Et franchement, je suis trop content. J'adore ce coureur Primoz Roglic. Ça me fait plaisir de le voir s'imposer devant des grandes têtes d'affiche comme Pogacar. Ouais, bah d'ailleurs, tu le vois, c'était une course hyper sélective. Genre vraiment, c'était super dur hein, comme circuit, hein. Et Comme souvent en Italie. ouais, ouais, vraiment. Et là, bah, en gros, c'est arrivé dans un petit groupe où il y avait pas mal de monde, hein. Il y avait des Vlasov, il y avait des Vlasov, Carapaz, il y avait du coup Roglic, Pogacar, Simon Yates, Adam Yates qui a fait un travail de fou pour Poggi. Et ouais, au sprint, il a été vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et comme tu l'as dit ce matin, il venait d'annoncer le matin à la presse qu'il quittait la Jumbo. Donc normalement, il a vu avec Richard Ploureux. Et du coup, bah, moi, je pense juste qu'il a un mental de fou furieux, quoi, ce mec. Comment tu peux réussir à performer autant le jour où tu dis que tu t'en vas de l'équipe? Enfin, c'est juste magnifique, Je hein. pense, pour avoir suivi un peu la presse, je pense que surtout c'était très très clair depuis assez longtemps. Surtout qu'on parle de la fusion, là, on pourra peut-être en reparler plus tard, la fusion entre la Ouais, ouais, Jumbo et De faire un Koninck. point. Et d'ailleurs, ça s'affine de plus en plus. Et du coup, je pense que Richard Plug, je sais pas comment on dit, Ploureux. qui est le manager général de l'équipe, Jumbo-Visma, s'est mis d'accord avec Roglic et a même déclaré dans la presse que c'était la meilleure solution pour lui. Donc je pense que c'était un commun accord et que Roglic, il sait pertinemment où il va. Et moi, ça me ferait plaisir de le voir dans des équipes comme je dirais la Movistar ou la Ineos, des équipes qui sont tournées autour d'un grimpeur, un leader, et où il pourra vraiment être le leader non contesté de cette équipe. Et je pense que ce serait ouf. Je pense que chez Ineos, ça serait parfait. Moi, en vrai, je kifferais le voir chez. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le voir chez la Lidl Trek. Je trouve qu'il serait bien là-bas. Et avec l'arrivée de Théo Gegenhardt, je trouve qu'il ferait un beau duo, tu vois, tous les deux. Ils vont tout casser. Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que là où ça marcherait le mieux, c'est chez Ineos, quoi. Il leur manque ce grand leader. Ineos, tu leur mets un Primoz Roglic, franchement, et je pense qu'ils redeviennent au plus haut niveau, tu vois. Genre, si tu fais rouler un Geraint Thomas, ou même, imaginons, Egan Bernal qui reprend du niveau petit à petit après sa chute, ça peut être du très très lourd et faire très très peur. Ouais, mais de toute façon, on va faire un point un peu là, juste après sur la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step, parce qu'il y a eu pas mal de neufs aujourd'hui même. On peut juste en revenir sur il y a eu les championnats de Suisse de chrono. Chez les hommes, c'est Stéphane Bissegger qui s'est imposé. Je sais pas si Ouais, t'as vu. Stéphane Bisseguer qui s'est imposé. Logique, j'ai envie de te dire. Kung n'était pas là parce qu'il est blessé. Bischeger, qui a été champion d'Europe l'année dernière, gagne le championnat de Suisse. Rien à ajouter. Félicitations à toi, Stéphane. Chez les filles, c'est Elena Hartmann qui s'est imposée. Parce que tout simplement, la coureuse de la SD Works, Marlène Rosser, n'a pas pris le départ. Donc forcément, ça a laissé le champ libre aux autres. Voilà. Après, il y avait la course Il Piccolo de Lombardia, le Tour de Lombardie E23. Et là, on va faire un petit dédicace à nos jeunes. C'est William Le Cerf qui s'est imposé devant Archie Ryan et Ramsès De Bruyne. Non, non, c'est pas le footballeur de Manchester City, c'est bien un petit jeune qui marche très très bien. À noter que le premier français est 7ème et c'est Mathis Rondel. Félicitations à toi. Et Et, et- je et te laisse aussi, tes prochains aussi, résultats. moi, j'ai mis ce résultat parce que ça me fait beaucoup rire parce que William Le Cerf qui s'est imposé, William Le Cerf Junior, et à la Soudal Development, donc l'équipe de développement de la Soudal Quickstep, et Archie Ryan, tu sais dans quelle équipe il est? Non? À la Team Development de la Jumbo Visma. Drôle. Donc en vrai, c'est encore pour dire que si à la fusion, ça va vraiment casser le vélo quoi moderne, ils vont tout casser. Enfin bref, Là, il y ils ont des avait hyper jeunes. la course qui nous a réservé peut-être le final le plus original en tout cas de l'année, la Lotto Famenne Ouais. Classic, Ardennes Eh oui. Classic. On a vu Arnaud Delis, le taureau, une nouvelle fois, 3-4 jours après sa victoire sur le circuit franco-belge. Il est venu s'imposer. Il était une jambe au-dessus de tout le monde dans le sprint. Tellement qu'il était au-dessus, il a pu dérailler. Il a déraillé. On l'a vu finir sur une jambe, limite à l'arrêt, en train de pousser son vélo et faire lancer le vélo. Parce que faut que vous alliez voir les images. Hein. Allez voir les images sur notamment Eurosport. Ils les ont mises sur les réseaux sociaux. Et on le voit finir vraiment en galérant. En fait, le vélo, il avait déraillé. Et il a fini son sprint en poussant le vélo. Mais il était tellement fort qu'il avait fait le trou avant et qu'il avait mis 3-4 vélos de plus que tout le monde, et du coup il a pu finir. Il a eu chaud, et je pense que c'est le final le plus original de l'année. Arnaud, énorme sprinter, au-dessus des autres. Quand on dit ouais, t'es une jambe au-dessus des autres, ou alors t'avais, t'étais une jambe au-dessus, ou t'as gagné sur une jambe, là l'expression elle a vraiment pris tout son sens quoi, mec. Tu le vois jeter le vélo à une main, et ensuite il y a la caméra qui le suit dans les coulisses. Il était mort de rire le gars, et il avait la cale complètement explosée en dessous.
Et t'as un moment très drôle où il y a Florent Sénéchal qui vient le voir et qui lui dit purée, je pensais qu'on allait vraiment t'avoir cette fois-ci. Et au final, bah non, il l'a pas eu. Il lui dit regarde, mec, j'ai cassé ma cale. Et Flo, il fait non, c'est pas vrai. Dégoûté, quoi. Le mec est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Ouais, c'est un Ah, cette crack, c'est puissance, un quand il lance énorme le crack. sprint, encore une fois, la puissance qu'il a. Ah, mais c'est hallucinant parce que c'est sur le début du sprint qui met tout le monde d'accord et après il peut même s'arrêter, il gagne quand même. D'ailleurs, il termine devant Caden Groves qui sort d'une superbe Vuelta et Florian Sénéchal d'ailleurs qui fait troisième, troisième place pour Florian Sénéchal, lui le très bon coéquipier qui n'a pas forcément l'occasion de briller au long de la saison. On y Ensuite, reviendra. il y avait une autre course, je propose qu'on y passe, c'est le Tour de Vendée. Le Tour de Vendée qui a vu un très très beau vainqueur, un podium 100% français, je te laisse l'énumérer. Ouais, Arnaud Démare s'est imposé pour sa première victoire avec la team Arkea Samsung devant Paul Pénoët, le petit jeune sprinter de la FDJ, la FDJ Suez, la Groupama FDJ de 21 ans, et Sandy Dujardin. Et du coup, cette manche a scellé le classement final de la Coupe de France. Et c'est Paul Pénoët, le jeune Paul Pénoët qui est venu remporter ce classement général de la Coupe de France. Franchement, pour une première saison pro, magnifique. Voilà. Arnaud Démare, le sprinter, attitré depuis de nombreuses années de la Groupama FDJ, est parti chez Arkea. Il gagne chez Arkea, ça fait plaisir. Et chez Groupama FDJ, on pense à la relève. Et du coup, c'est Paul Pénoët qui vient, Qui est le plus jeune, représenter vainqueur de la Coupe de France de l'histoire. le plus jeune vainqueur de la Coupe de France. Ok, énorme. Franchement, énorme Paul Pénoët. Félicitations à toi. Et le Et le classement classement par par équipe. équipe de cette Coupe de France a été remporté par la Cofidis, donc qui a fait une très belle saison, qui ont été réguliers tout au long de la saison. Rien d'autre à ajouter. Génial. Ben voilà un peu pour le résultat aux deux spies. D'ailleurs, je te propose que maintenant on fasse un petit point mercato parce que ça bouge pas mal, notamment avec la nouvelle équipe Jumbo Soudal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ce qui se passe? Ouais, on a eu pas mal de news aujourd'hui, enfin ce week-end en tout cas, et en fait on devait avoir des nouvelles entre aujourd'hui et demain, donc lundi à l'heure à laquelle on enregistre le podcast, et on a toujours rien. Alors selon Marca, il y aura une lettre de licenciement qui va être envoyée à plusieurs personnes. Il y a aussi le journal belge Le Soir qui l'a dit, mais bah, en fait on est sûr de rien, mais on a quand même des choses qui précisent tout ça. Je sais pas si t'as vu, là c'est arrivé genre entre midi et deux, l'annonce par l'équipe Arkea Samsic qu'ils allaient recruter Flo Sénèche. Non, j'ai pas vu, mais une super nouvelle pour les Français. Je t'avoue que j'ai pas vu, j'étais en cours et du coup non, mais j'ai vu surtout les déclarations de Patrick Lefebvre qui disait que oui, effectivement, ils allaient en savoir plus ce lundi, donc aujourd'hui. J'ai hâte de savoir et on sait que Roglic part. Si Roglic part, c'est peut-être aussi pour s'éviter des problèmes d'ego avec 4 ou 5 leaders dans une équipe XXL, quoi. Je dis 4 ou 5, j'exagère, mais s'il y a Remco, Vingegaard, Sepp Kuss qui a un rôle un peu chelou, c'est vrai que Roglic, il fait bien de se barrer, je pense. Ouais, bon, en tout cas, je pense que ça va aller très très vite et qu'on en saura, enfin, que tout va vraiment se ficeler rapidement parce que c'est juste, on a jusqu'au 15 octobre pour donner les garanties Bokeh, enfin, en gros, valider l'équipe, le nom de l'équipe, les sponsors, le staff, le PDG, les coureurs. Donc, ça va arriver très rapidement tout ça. Et du coup, si ça lit, il y aura une licence aussi UCI World Tour qui va se libérer. Et à ce niveau-là, c'est la Israël et la UNOX qui sont positionnés pour essayer de racheter cette licence pour pouvoir courir en World Tour en 2024. Donc voilà ce qu'il faut savoir à peu près là-dessus. Sur les transferts, il y a un... Moi, je suis un peu contre. Je suis un peu contre cette fusion qui va renforcer la surdomination de deux équipes enfin, la Soudal qui surdomine dans les classiques, la Jumbo qui surdomine de partout. Je pense que ça va être un peu compliqué de concurrencer face à ces deux équipes, surtout qu'on parle de l'arrivée d'un sponsor comme Amazon qui aura énormément d'argent à mettre dans ça et qui pourra encore recruter plus de coureurs. J'ai peur qu'on arrive sur une surdomination qui est déjà là d'ailleurs avec la Jumbo, mais que ce soit encore plus fort. Et je sais pas, je pense que ça fera pas trop de bien à notre sport, effectivement, si on voit tout le temps les mêmes gagner, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, ouais, bah peut-être même du coup avec ce genre de choses qui arrivent, tu sais, les Émirats Arabes Unis, les équipes comme ça, peut-être qu'on va même devoir faire comme au foot et instaurer un fair play financier ou quelque chose pour limiter les transferts des équipes, parce que du coup, on voit des coureurs comme bah, par exemple Roglic, tu vois, il est encore en contrat, il va partir. On parle de Remco, c'est pas sûr qu'il reste à la Jumbo non plus, donc il est encore en contrat jusqu'en 2026, donc il va partir. Ouais, Ouais, des contrats j'ai rompus. un peu des informations. J'ai un peu des informations sur MCO où j'ai lu un peu la presse où, à ce qui paraît, Lefebvre disait que la Jumbo allait parler à Remco en cas de fusion pour qu'il reste et qu'il ne se sente pas mis de côté sur les grands tours, sur les choses comme ça. Mais en même temps, est-ce que ça ferait pas du bien à Remco? Ça libérerait du poids de se dire qu'il doit être un coureur de grand tour et que s'il est face sur un grand tour à un Vingegaard,
et bah, il sera forcément libre, électron libre, et ce sera peut-être même mieux pour lui parce que moi, franchement, quand il a perdu du temps sur la Vuelta, quand je l'ai vu courir en mode chasseur d'étape, et c'est là qu'il nous rigole, Grégoire. C'est là qu'il nous régale, et franchement, le voir en leader, c'est beau. Il est très fort là-dedans, mais c'est pas là qu'il est le Ah, meilleur. alors pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, Remco doit essayer d'aller gagner des grands tours. De toute façon, pour moi, Remco, c'est le genre de coureur, il est un peu comme un Pogacar, il est né pour peut-être gagner tout gagner, tu vois, gagner sur Paris-Roubaix comme sur le Tour de France. Donc on verra de quoi il est capable, mais pour moi, non, non, il doit aller dans une équipe forte, justement, style la Ineos par exemple, pour pouvoir justement rivaliser face à Vingegaard. J'ai envie de le voir opposé à Vingegaard, préparé à bloc et sur une course de 3 semaines. Non, non, je suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Puis tu vois, on avait vu que ça l'empêche pas d'aller gagner Liège-Bastogne-Liège et de participer à d'autres. Bah non, mais oui, il a gagné le Liège-Bastogne-Liège, mais derrière sur la Volta, Il a gagné, il a qui gagné n'est la pas le plus dernière. grand tour, il l'a gagné l'année dernière, mais Grégoire, l'année dernière, il y avait personne. Cette année, il y avait une start list. Il termine derrière Sepp Kuss. Je dis pas que Le voilà, Giro mais cette année. Vingegaard, Roglic, il laisse la victoire à Sepp Kuss, le coéquipier. Remco, normalement, il aurait dû être là, et le podium, ça aurait dû être, il aurait dû être sur le podium. Remco, il était pas là. Non, mais d'accord pour cette année-là où il a craqué parce que bah, il a eu sa maladie et ça a été rajouté au dernier moment sur son calendrier. Mais regarde, le Giro, il était bien parti pour le remporter quand même cette année. Alors, Oui, mais je suis Grégoire, là-dessus, moi, je suis pas d'accord qu'on défende Remco parce que derrière, on parle de Remco, il a eu sa maladie et tout, sur le Giro et tout. Et derrière, Enric Mas, son objectif, c'est le Tour de France. Il se fait la calvasse sur la première étape et il vient faire un meilleur résultat. Il fait son top 5, ouais, mais il a pas top gagné 5 ouais, d'étape. sur la Il Volta. a pas gagné d'étape. Il s'est accroché au général sans aller gagner les étapes. Bah ouais, mais l'objectif de Remco, c'était le général. Il a gagné les étapes parce qu'il avait perdu du temps au général. Sinon, il les aurait pas gagnées Oui, toutes. mais Il en parce a qu'il gagné voulait pas une jouer ou une deux. 7e place comme Mas. Très bien, mais son objectif était le général, était là. Un Vingegaard, prenons un Vingegaard, la préparation de Vingegaard pour la Vuelta, où il s'est aligné une semaine après, il sort du Tour de France, il doit être complètement séché. Les 2 premières semaines d'août, je pense qu'il devait être pris de partout, parce que, à mon avis, quand tu gagnes le Tour de France, tu t'es entouré de caméras pendant un mois minimum, où tout le monde vient de poser des questions. Ça n'a pas dû être aussi la meilleure préparation pour la Vuelta. Donc moi, cette excuse je suis d'accord que, ouais, ok, c'était pas la préparation optimale, mais toute personne a une préparation optimale dans ce cas-là. Oui, 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 non, mais carrément, carrément. Après, bon, là, c'était autre chose. Ils étaient vraiment un ton vraiment au-dessus cette année, la Jumbo-Visma, parce que enfin, Kuss, il a fait les 3 grands tours et il était encore là. Mais au final, au final, c'est un débat compliqué et on verra où ils sont l'année prochaine. Mais je pense pas qu'ils seront coéquipiers. J'espère pas. J'espère qu'il ira dans une autre équipe pour les concurrencer sur un grand tour et qu'il sera pas dans une équipe pour jouer les classiques. Parce que même il reste à la Jumbo pour jouer les classiques, il y aura Wout van Aert, de toute façon, qui sera privilégié sur pas mal de classiques. Ouais, à voir, à voir. C'est ce qui me dérange un peu dans. Tu vois, on en est à un point là, c'est ça qui me fait peur, à choisir entre Remco Evenepoel et Wout van Aert. Mais en vrai, en tant que vrai passionné de vélo, moi j'ai envie de voir Remco Evenepoel et Wout van Aert faire la course. C'est un peu ce qui me dérange dans cette fusion où vraiment ça va écraser la concurrence, quoi. Ouais, j'ai pas, en tout cas, ça va arriver. J'espère que ça va pas casser le vélo l'année prochaine et qu'on aura d'autres équipes. D'ailleurs, on a vu la team UAE Emirates qui s'est renforcée en recrutant le dernier vainqueur du Tour de l'Avenir, là, le petit Mexicain Isaac Del Toro. J'espère qu'il y aura quand même. Ouais, j'aime bien ce recrutement. Pardon? J'aime bien ce recrutement, c'est un recrutement malin. C'est un mec qui marche bien. Ça fait, je sais pas quand c'est que le dernier, un Américain latin, un Sud-Américain a gagné le Tour de l'Avenir la dernière fois. Je sais pas quand c'était. Et je trouve ça bien. Des nouvelles nations qui apparaissent, des mecs qui marchent bien. Et la UAE, ils sont malins dans leur recrutement. Ils vont les chercher, ils vont les former. Le Ouais, dernier franchement, bien Sud-Américain, joué ça la doit être UAE. Egan J'aime bien ce Bernal, recrutement. je pense. Le Comment? dernier Sud-Américain, Ah ça ouais? doit être Egan Bernal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier Ouais, Mexicain. ouais, et ça, c'est cool. Des nouvelles nations qui apparaissent, et ça prouve que le vélo se développe. Pour avoir vécu 6 mois en Colombie, je peux vous dire que tous ces pays-là d'Amérique latine, ils sont fans de vélo de route, et parfois c'est compliqué à pratiquer, non pas seulement au niveau budget. Déjà, le budget est un problème, mais aussi au niveau de la sécurité sur les routes, tout ça. Et je trouve ça cool que le cyclisme devienne un sport qui se démocratise de plus en plus. On sait aussi que ça devient de plus en plus populaire en Afrique, des pays comme ça. Et du coup, je trouve ça cool. Et la UAE laisse sa chance à des coureurs comme ça, donc c'est encore mieux. Le débat est clos et je te propose qu'on passe directement au focus. Et le focus va être plutôt un hommage. On va revenir sur la carrière du grand crack de ces dernières décennies, le crack Peter Sagan. 14 saisons professionnelles, 121 victoires,
3 titres de champion du monde, 7 maillots verts, 12 victoires sur le Tour de France, 2 sur le Giro, 4 sur la Vuelta, un Ronde van Vlaanderen, Tour des Flandres et un Paris-Roubaix phénoménal en 2018. Et non, non, on ne vient pas de donner le palmarès d'une équipe, mais bien d'un seul homme. Peter Sagan a fait sa dernière course sur le Tour de Vendée. Bon, en plus, un bon résultat, il fait 9e. Vu ses derniers résultats, on ne s'attendait pas à mieux. Qu'est-ce que tu en penses, Grégoire? Et je te laisse maintenant faire un hommage à ce Peter. Bah, déjà, pour sa dernière course, là, sa dernière course en Vendée, il a lancé Sandy Dujardin, donc c'est normal, il arrive à faire un top 10 en lançant son sprinter, donc c'est plutôt un bon résultat. Et, Sandy fait podium, donc tu vois, c'est plutôt cool, tu vois, il était content. Et il lâche le vélo de route, mais il lâche pas il est encore en contrat chez la Total Energy l'année prochaine, hein. Il va se concentrer sur le VTT. Il avait dit en début d'année, au moment d'annoncer ça, qu'il avait jamais rêvé d'être coureur jusqu'à 40-50 ans et qu'il voulait finir, s'il peut finir sa carrière au JO sur le VTT, c'est le truc qu'il adore. Il dit que c'est la liberté, enfin, genre il y a plein de moments où t'es dans les airs, où enfin, t'es dans la nature et ça change vraiment du vélo de route. C'est vraiment son premier amour. Donc, ouais, non, je pense que c'est réfléchi et que s'il a décidé de faire ça, c'est qu'il a envie. Et bah, Ouais, il en avait surtout un peu marre du vélo de route, je pense. bah, ça se voyait qu'il avait plus envie sur la fin, hein. Ouais, Honnête, il voulait, ouais. Il avait pris un peu de poids. bah, je sais pas s'il a pris du poids, mais ouais, en tout cas, il était moins affûté qu'avant, ça c'est clair, il passait moins les bosses. Puis tu sentais que. Il arrive un moment, tu sais, je pense que c'est le genre de mec, ça faisait du bien parce que c'était l'un des seuls mecs qui était vraiment une grande rockstar, un grand champion dans le vélo. Et je pense que bah, c'était un mec, vraiment, il est venu, il a tout gagné, Ouais, et j'avoue. après, il C'est un voyait plus d'intérêt En au vrai, truc, Grégoire. quoi. En vrai, Grégoire, c'est le premier cycliste qu'on voit faire des pubs, LDL Schunder, sur toutes les chaînes télé et franchement, ça faisait du bien aux cyclistes d'avoir des énormes stars comme ça, des mecs, qu'on reconnaisse. Ah ouais, même quand tu connais pas le vélo, tu te disais: «Ah ouais, c'est un cycliste de haut niveau, il est trop fort, je l'aime bien». Il avait une gueule, pour moi, c'était un peu le Zlatan du vélo et d'ailleurs, cette année, on l'a vu sur les champs, à l'arrivée, du Tour de France, fumer son petit cigare et tout. Alors, bien sûr, ne fumait pas et tout, mais voilà, il prenait un cyclisme plus détente, plus ouvert et voilà, on est un peu triste de le voir partir, mais je pense qu'il restera toujours accroché à ce sport où il a vraiment écrasé pendant de nombreuses années et ça, faut pas l'oublier, hein. 2015, 2016, 2017, champion du monde. C'est impressionnant. 2016, il gagne le Ronde, il est champion du monde. 2018, il gagne Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde. Enfin, c'est juste impressionnant. Alors, je vais juste faire un petit point. Alors, Peter Sagan, c'est un peu la double face. Il est ultra aimé parce que c'est un gars à la fois une énorme rockstar, mais il était ultra accessible. Il l'est encore d'ailleurs. Il adorait aller, il refusait jamais un autographe, une photo. Rappelle-toi l'image où il signe son autographe dans le Tourmalet là. Ouais, Tu vois ou pas? ouais, mais ouais, non, mais il est trop drôle ce gars. Moi, il me faisait rire, il détente, ses wheelings, tout ça, il prenait du temps pour le public, c'était un showman. Ouais, bah oui. C'est encore un showman, il l'est encore, hein, il part pas, il prépare les JO de VTT, donc on va le voir encore, sur un vélo et avec les couleurs de la Total Energy en plus. Ouais, ouais, bah ouais, il va aller chercher la qualif. Mais ouais, non, c'est ça aussi, son point de vue, tu sais, il était ultra technique comme mec, on le voyait tout le temps faire les wheelings dans les ascensions. Et moi, je me rappelle, année 2010-2015, avec un peu l'émergence des réseaux sociaux, on avait pas mal de vidéos de lui sur YouTube. Alors, je suis allé un peu fouiller en préparant le podcast. T'as des vidéos de lui qui monte des escaliers, qui monte sur une voiture et qui met le vélo le porte-vélo, sur le toit de la voiture, sans poser pied à terre. Non, mais enfin, il faisait des imitations de mecs connus en interview. Il y a des images où il pique la casquette de Froome, où il vient l'interrompre dans une conversation. Enfin, il était complètement fou. Il avait un caractère, tu sais, extraverti, nonchalant, désinvolte, du coup, vraiment, qui faisait que le public l'adorait, même si des fois, il avait des côtés un peu moins fun. Genre, la fois où, genre, c'était au Tour des Flandres, je crois, en 2013, où il pince les fesses de l'hôtesse sur le podium, tu vois. Ça passait. Ouais, ouais, je vois très bien cette image. Ouais. Je vois très bien cette image et ouais, c'était un personnage quoi. Il y avait des choses à prendre et des choses qu'il fallait pas reproduire. En tout cas, je pense qu'en général, il leur a laissé une super marque dans le cyclisme, sur route et franchement, on espère le revoir rapidement, même autour du vélo en tant que DS ou passionné. Même si je pense que c'est pas un gars à faire les choses à moitié, s'il peut plus être le meilleur, il fera autre chose. À mon avis, ouais, il va pas rester dans le vélo. Je pense qu'après, il fera complètement autre chose. Voilà, c'était le petit hommage à Peter Sagan, champion, gars ultra sympa, mais aussi le mec qui est capable d'envoyer Mark Cavendish dans les barrières sur un coup de coude, sur une saute d'humeur, sur un sprint sur le Tour de France. Rappelle-toi, c'était en 2017. Voilà, Peter Sagan prend sa retraite. Il aura fait du bien au vélo. Ça a été le premier mec qui est venu casser les codes de ce monde.
Merci à lui, merci à lui. Je te propose que directement on passe sur l'actu full gas avec un E. Il y a eu une petite course cette semaine. Allez, on passe à la full Gazakae. Bientôt, on va voir les filles. Et oui, il y avait une petite course chez les femmes cette semaine. Et d'ailleurs, on a eu un superbe doublé de la FDJ Suez sur le Giro dell'Emilia, donc le Tour d'Émilie en Italie. Et c'est Cecilie Utruplugic qui s'est imposée devant Marta Cavalli et une petite française, Juliette Labouze. Bon, il y a 3 nationalités de différence, une danoise, une italienne et une française, mais on peut dire que c'est 3 françaises qui gagnent parce que les 2 premières viennent de la FDJ Suez. T'es d'accord, Grégoire? Bah, et en tout cas, c'est une équipe française qui truste les 2 premières positions et une française qui fait 3, donc c'est très très bien pour la France. Mais on peut pas dire que c'est 3 français. J'aimerais bien le dire, mais je pense pas que ce soit qu'on puisse le dire. Voilà, c'était la course de la semaine pour le vélo féminin. La saison on va tranquillement se diriger vers la fin de saison. Nous, il y a le Lombardie qui sera là la semaine prochaine. Nous, on part directement au Roc d'Azur et on se retrouve lundi prochain pour redébriefer tout simplement le dernier monument de la saison. Ça va être énervé, c'est la dernière Pinot, il y a aussi le tour, le tour de Lombardie Femmes qui va être exceptionnel. J'ai hâte, mais avant ça, on va faire un peu de VTT au Roc d'Azur avec Canyon. Allez, bisous les amis!